Bonjour. Je laisse quelques secondes encore à ceux qui ont des difficultés de connexion pour nous rejoindre et puis on va attaquer. Allez, allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2021 et bienvenue à ce webinaire, l'épisode 3 de notre série Action pour le futur par Ecofi. Le thème d'aujourd'hui, le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est la trajectoire 2 degrés et comment financer la transition écologique et énergétique. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site internet d'Ecofi, www.ecofi.fr. Ecofi, comme vous le savez vraisemblablement, est une société de gestion qui est impliquée dans la transition écologique et énergétique, impliquée dans l'investissement responsable depuis le début des années 80. C'est une gestion collective à 100% ISR depuis le 1er janvier 2019 et c'est, oui, Ecofi est la première société de gestion entreprise à mission en 2020. Notre raison d'être, ensemble, nous bâtissons des solutions d'investissement alliant performance financière et respect de l'homme et de la planète. Actifs pour le futur, nous prenons les devants pour façonner un avenir dont nous sommes tous responsables. Je suis aujourd'hui accompagné dans le cadre de ce 3e épisode de notre série Action pour le futur de Karamo Kaba, économiste. Bonjour Karamo. Bonjour Laurent. Olivier Ken. Bonjour notre Laurent. gérant action, et Miguel Rodriguez, qui est notre gérant multi-actif. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, nous allons regarder dans les 45 minutes qui viennent comment est-ce que nous proposons de financer cette transition écologique et énergétique. Et on va faire ça en 2 parties. Dans un premier temps, nous vous proposons la lecture de la situation économique et marché d'Ecofi à l'aube de 2021, avec un 2020 qui est maintenant derrière nous et qui a provoqué des marchés très, très, très agités, une crise sanitaire dans laquelle nous sommes toujours dedans, un nouveau président US, ça y est, il arrive, et puis le Brexit. Dans un second temps, et dans le sillage de la COP21, effectivement, et des accords de Paris en 2015, nous allons vous parler de la construction d'investissements compatibles avec cette trajectoire des 2 degrés qui contribue à financer la transition écologique et énergétique, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez sur la base de votre écran un bouton questions. N'hésitez pas à poser des questions pendant tout le webinaire, on y répondra en fin de séance. On va réserver une quinzaine de minutes à répondre à vos questions. Et je viens tout de suite vers Karamo. Et Karamo, ça y est, comme je le disais à l'instant, 2020 est enfin derrière nous. Ouf, on est en 2021. Ouf. Est-ce qu'on peut dire ouf d'ailleurs, ou est-ce que on doit dire encore patience? J'ai la faiblesse de penser que on doit encore dire patience. Parce que quand on voit un peu ce qui a commencé à se passer en 2021, on se dit ça part sur des bases très fortes. Je pense par exemple aux événements du Capitole. Nous, en fait, pour 2021, on a pris la décision d'avoir un scénario prudemment optimiste. Voilà. Donc, nous tablons sur un rythme de progression de la croissance mondiale d'à peu près 5%. Donc, juste pour rappel, on était à moins 4,4% pour 2020. Et donc, toutes les zones, en fait, vont connaître une forte croissance. Donc, on serait aux alentours de 4% aux États-Unis, on serait à 4,2% en Allemagne, au niveau de la zone euro, à peu près à 3,5 et avec une France qui serait aux alentours de 6%. Donc, une forte croissance mondiale, un fort rebond de l'activité mondiale, parce qu'on vient de très loin, vous voyez. Donc, on a une crise du Covid qui est encore là. Donc, on nous parle de variantes anglaises, sud-africaines, japonaises. J'ai même entendu ce matin une variante brésilienne. Enfin bon. Ce que je veux juste dire, c'est que les prévisions qui ont été données tiennent compte en fait du contexte épidémiologique. Donc, si jamais on avait des confinements à nouveau, donc nous serons amenés à revoir à la baisse ces prévisions. Mais toujours est-il que les fortes baisses qu'on a connues en 2020
normalement, devrait avoir un rebond pour 2021. Donc, on a un Covid qui est toujours là, qui touche maintenant près de 91 millions de personnes, qui a provoqué la mort de 2 millions de personnes. Et ce qu'on on voit, enfin, on voit que la pandémie a touché tout le monde, mais en fait, les réponses qui ont été apportées à la pandémie ont été plutôt nationales. Donc, on a vu des banques centrales qui ont baissé les taux d'intérêt pour celles qui le pouvaient partout. Donc maintenant, on a des taux d'intérêt qui sont à 0 partout. Et on a vu aussi la plupart des banques centrales acheter des quantités impressionnantes de titres de dette. On a également vu, et ça c'était la bonne nouvelle de 2020, des États qui ont brisé les tabous. Donc on a vu par exemple les Européens qui se sont mis d'accord sur un plan de relance de 750 milliards pour ramener l'économie à son niveau d'avant-crise. Donc ce qu'on voit en point commun dans toutes ces actions des autorités monétaires et gouvernementales, l'idée c'est de ramener la croissance à son niveau d'avant-crise et de continuer à progresser. Mais ce qu'on voit également, c'est une approche qui a été prise, c'est-à-dire que on va essayer de réparer la planète. Donc, on va favoriser des politiques environnementales, on va favoriser la digitalisation. Et ça va s'accompagner de la mise en place de taxes. Je pense notamment à la taxe carbone. Donc, vous voyez par exemple que l'Union européenne, dans les 750 milliards d'euros qui ont été décidés, il y a à peu près 37% de ces fonds qui vont être alloués à des projets environnementaux. Donc, l'idée, c'est d'arriver au bilan neutre carbone d'ici 2050. Donc, c'est le même objectif qui a été adopté, enfin qui a été retenu par la nouvelle administration qui va arriver aux affaires aux États-Unis, l'administration Biden. Donc là, l'idée, c'est de mettre sur la table 2 000 milliards de dollars sur 4 ans. Donc, on va mettre le paquet pour construire des centrales solaires, des stations de recharge, des éoliennes. Donc, il y a une vraie ambition qui est là. Et ils vont également durcir tout ce qui est normes environnementales. Donc, l'idée, c'est d'arriver, par exemple, au bilan neutre carbone dans la production d'électricité. Donc, d'ici 2035, dans moins de 14 ans, il n'y aura plus d'énergie fossile dans tout ce qui est production d'électricité au niveau des États-Unis. Il faut avoir en tête que le secteur automobile va être impacté fortement. D'ici 2035, il ne devrait y avoir que des véhicules électriques dans le plan Biden. Donc c'est dans moins de 14 ans tout ça. Et au niveau de la construction, donc là, c'est encore plus ambitieux puisque l'idée, c'est que d'ici moins de 9 ans, on arrive à un bilan neutre carbone. Voilà, donc et cet activisme des Américains entraîne tout le monde. Donc on a vu qu'au mois de novembre, juste après l'élection de Joe Biden, les Chinois ont changé de stratégie et donc eux aussi, ils ont annoncé un bilan carbone pour 2060. Donc d'autres pays ont également annoncé tout ça. En fait, le changement de stratégie de la Chine, c'est pas le fruit du hasard. C'est juste qu'ils se rendent compte que les Américains vont mettre en place une taxe carbone à la frontière. Donc, ils vont taxer tous les produits qui viennent de pays qui ont des pratiques environnementales qu'ils jugent moins bonnes que chez eux. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel on va aller parce que les Américains vont le faire. Et donc, s'ils le font, d'autres personnes vont le faire. Il y a par exemple une étude de Morgan Stanley qui montre que la mise en place d'une taxe carbone de $40 ferait en sorte que la production d'aluminium au niveau du Royaume-Uni serait moins chère que celle de la Chine. Donc, vous voyez que ils ont intérêt à le faire. Ils auront d'autant plus intérêt à le faire que, comme Laurent, tu l'as rappelé, ils sont sortis de l'UE le 1er janvier. Et donc, l'idée, en gros, en fait, c'est de faire un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la renégociation de l'accord qui a succédé à l'ALENA, l'accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, Kamala Harris, qui va devenir la vice-présidente dans quelques jours, en fait, elle s'est opposée parce que justement, elle disait que ce texte-là n'avait pas assez d'ambition au niveau environnemental et au niveau de l'énergie. En fait, il n'y en avait pas. Et c'était normal parce que c'est Trump qui l'a négocié. Donc, c'est quelque chose qu'il ne considérait pas. Donc, encore une fois, au cours des 4 prochaines années, c'est quelque chose sur lequel ils vont mettre le paquet. Donc, encore une fois, au niveau des années qui viennent, on va avoir une croissance mondiale qui va
rebondir. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être durable parce que les vecteurs en fait qui vont porter cette croissance sont des vecteurs durables, donc l'environnement, la numérisation, et donc là ça permet en fait de conjurer le ralentissement démographique, la baisse de la productivité, le faible progrès technique et le faible investissement. Voilà. Merci Carmo. Alors oui, effectivement, comme tu le dis, je crois qu'on a tous compris maintenant que depuis la COP21, tout s'accélère. Désormais, l'économie, la relance, les projets, tout est vert. Même l'investissement, d'ailleurs, et surtout l'investissement, puisque c'est par les investissements que passe le financement des projets. Et c'est ce à quoi on va s'attacher ce matin, maintenant, que de trouver des solutions pour financer cette transition écologique et énergétique et financer les projets qui nous amènent vers cette économie verte. Ce qui nous amène, Olivier, vers les grands défis qui nous attendent et quelles sont les thématiques que tu privilégies dans le cadre de ta gestion? Bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Caramo, on pense que les 3 grands défis du XXIe siècle sont 1, le climat, 2, la démographie et 3, la digitalisation de notre économie. Pour nous, il ne fait aucun doute que le climat constitue le plus grand défi, mais dans le même temps, effectivement, offre aux investisseurs une formidable opportunité d'investissement. Comme l'a rappelé également Caramo, c'est vrai qu'aujourd'hui, après la victoire de Joe Biden aux élections américaines, et avec l'annonce des objectifs de neutralité carbone qui ont été faits par la Chine, mais également par le Japon et la Corée, on estime qu'on a à peu près plus de 45% de la population mondiale qui est désormais engagée dans cet objectif de neutralité carbone, entre 2050 et 2060. Ça a des implications, ça a de fortes implications économiques, ça a de fortes implications en termes d'investissement. Pour illustrer mon propos, je vous donnerai deux chiffres. Le premier est relatif aux objectifs qui ont été annoncés en début d'année, avec le fameux Green Deal de la Commission européenne, qui, je le rappelle, a pour objectif d'arriver à cette neutralité carbone en 2050. On estime aujourd'hui que pour atteindre cette neutralité carbone, ça implique une multiplication par 4 des installations d'énergie renouvelable uniquement en Europe. Deuxième illustration, dans ce fameux plan de relance qui était annoncé à la sortie du premier confinement de 750 milliards d'euros dont parlait Caramo, effectivement, on a qualifié ce plan de relance verte parce qu'en fait, il se focalise à la fois sur les énergies renouvelables, la mobilité, c'est-à-dire le transport aérien, ferroviaire, les voitures, notamment les voitures électriques et hydrogène, la rénovation des bâtiments, mais il y a également un nouveau volet qui est dédié à ce qu'on appelle l'hydrogène vert. L'opportunité pour l'hydrogène vert est conséquente pour une raison simple. L'objectif de la Commission européenne est d'avoir 40 gigas d'installation en 2030. Aujourd'hui, nous avons 100 mégas d'installés. C'est-à-dire qu'il va falloir multiplier les capacités par un facteur de 400. Et en 2050, l'objectif est de 500. C'est-à-dire qu'on remultiplie par 10. Donc oui, effectivement, cette transition énergétique, selon nous, constitue une formidable et rare opportunité d'investissement. Merci Olivier. Nickel. Les accords de Paris, la loi de transition écologique, l'article 173, ça c'était plutôt les institutionnels. Après, tout s'est accéléré, on a élargi vers le particulier, le retail, la loi Pacte, puis le plan de relance avec le confinement et la crise sanitaire, le Green Deal maintenant américain, les Chinois qui eux aussi s'engagent. Super. Je crois que l'Europe, le vieux continent, comme disent les Américains, devient le phare. L'Europe montre la voie. Et donc, nous, chez Ecofi, on a décidé, il y a quelques années déjà maintenant, de s'investir là-dedans et on a décidé de mettre en avant aujourd'hui un fonds multi-actif, Ecofi Agir pour le climat, qui est là pour financer cette transition écologique européenne. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur notre proposition pour financer les initiatives qui sont européennes, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous parler du fonds Ecofi Agir Climat. Nous avons choisi un fonds multi-actif pour profiter des différentes classes d'actifs qui sont impliquées dans les éco-activités. Il s'agit de plus d'un fonds solidaire. Alors, c'est un fonds d'allocation profilé dynamique, avec une exposition action qui peut aller de 60 à 95% de son actif en action. Elle n'est pas figée.
Elle répond au processus d'allocation, à un processus d'allocation commun à tous les fonds multi-actifs d'Ecofi. Donc c'est un fonds qui sera amené à détenir des obligations qui vont fonctionner comme un amortisseur. Il s'agira d'un fonds moins risqué qu'un fonds 100% action, car il sera moins risqué mais il pourra tout de même profiter des évolutions favorables du marché action. 2020 en est une bonne illustration. Mais il pourra aussi se protéger dans des séquences moins favorables, puisque son niveau d'investissement en actions peut descendre à 60%. Alors, c'est le seul fonds de la place qui a 3 labels. Il a le label Finansol, donc il y a un label indépendant sur le solidaire, le label ISR, comme son nom l'indique, attribué par le ministère des Finances, et le label Greenfin, qui lui est mis en place par le ministère de la Transition écologique, qui établit un cadre strict avec une nomenclature claire des actifs éligibles et des contraintes en fonction et des contraintes sur les obligations, sur les actions qui sont détenues dans le fonds. Merci Miguel. Olivier, Oui. tu as parlé tout à l'heure de thématiques et donc de sens qu'on donne à nos placements. Miguel a parlé d'allocation, des vertus de cette allocation et de la limitation des risques. Bon, maintenant, venons-en un petit peu au cœur du réacteur, à la sélection qui fait la richesse de ce fonds. Et pour ta partie, la partie que tu gères, la partie action, quels exemples d'investissement tu aurais envie de mettre en évidence ? Oui, alors sur la partie action, alors effectivement, d'abord, juste rappeler en 2 mots notre stratégie et notre politique d'investissement. Je l'ai dit, ce fonds se focalise, enfin on l'a dit, ce fonds se focalise sur la transition énergétique. On va donc essayer de capter cette opportunité. Ce qu'on fait en amont, bien sûr, s'agissant d'un fonds labellisé, on va s'assurer que les sociétés auxquelles on s'intéresse sont éligibles à ce label Greenfin, ce qui est un cahier des charges à respecter. On va bien sûr s'assurer qu'elles répondent à nos attentes en termes de politique ESG. Et puis ensuite, on va avoir une approche que je qualifierais de pragmatique et systématique, c'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble des secteurs, l'ensemble des industries, en les classant par volume d'émissions, en partant des secteurs les plus polluants aux secteurs les moins polluants. Et au sein de chaque secteur, on va se poser la question suivante: comment ces sociétés, comment ces industries vont pouvoir s'aligner sur la trajectoire de degrés et réduire leurs émissions afin d'atteindre cet objectif très ambitieux de net zéro émission. Ça veut dire qu'on va à la fois s'intéresser à des sociétés qui contribuent d'ores et déjà, puisque je le rappellerai, il y a aussi une urgence. Donc, on va s'intéresser aux sociétés qui émettent peu aujourd'hui ou pas du tout, avec des producteurs d'énergie renouvelable pure, par exemple. Mais on va également s'intéresser à des sociétés qui, de par leur technologie, de par leur approche, c'est-à-dire leur business model ou leurs conseils, vont permettre aux grands acteurs, aux moyens acteurs, à tous les acteurs de l'économie, de s'engager dans cette transition énergétique et d'accélérer. Donc, on va le faire, encore une fois, sur tous les grands secteurs. Donc, parmi les grands secteurs auxquels on peut penser facilement, bien sûr, les énergies renouvelables, mais on va s'intéresser, par exemple, au transport, à la fois les avions, les voitures électriques, on va s'intéresser à l'agriculture, etc., etc. Et à chaque fois, on essaye de dénicher 2, 3 sociétés qui nous paraissent être leaders aujourd'hui et ou demain. Vas-y, fais-nous rêver. Un titre de valeur, peut-être, un exemple concret. Vous l'avez compris, on est extrêmement positif et on s'est intéressé de près au développement de l'hydrogène. Et quand je dis développement de l'hydrogène, je parle de l'hydrogène vert. Sans rentrer dans les détails, l'hydrogène vert est produit à partir d'énergie renouvelable et non d'énergie fossile. L'avantage, c'est qu'il émet 0 émission. Donc, ça sera nécessairement une partie de l'équation pour atteindre les objectifs à 2050. Quand on regarde un petit peu cette industrie, on se rend compte qu'elle est finalement assez mature. Le problème, c'est que c'est un problème économique. Aujourd'hui, il est 5 à 6 fois plus cher de produire de l'hydrogène vert par rapport au brun ou au bleu. Mais compte tenu des ambitions, on pense qu'on va avoir un très fort développement et une baisse du coût. Donc, on s'est intéressé à une société anglaise qui s'appelle Ceres Power, qui est une société qui capitalise à peu près 2 milliards, qui développe les piles à combustible qui sont nécessaires pour faire de l'hydrogène. Et en fait, elle nous intéresse parce qu'elle adresse, selon nous, 3 marchés extrêmement prometteurs. Le premier marché concerne, bien sûr, le transport. Et quand on parle de transport, on pense en premier aux camions et aux bus, dans une certaine mesure aussi les voitures, mais essentiellement les poids lourds. Ils développent cette technologie et ont un partenaire
qui s'appelle Weichai, qui est le premier constructeur de camions et de bus en Chine. On s'est rendu compte ils peuvent également adresser le marché des data centers. Tous les data centers dans le monde sont équipés de groupes électrogènes pour s'assurer d'une électricité en continu en cas de panne. On peut, et on sait déjà aujourd'hui, changer ces groupes électrogènes par des piles à combustible. CRS Power les développe et là encore, ils ont trouvé un partenaire dans la société Bosch, l'allemand Bosch, qui à la fois est actionnaire et partenaire industriel. Dernier marché, les bâtiments et le chauffage. Là encore, on peut remplacer le chauffage par des piles à combustible. Ils ont signé cette année un accord avec le coréen Doosan pour développer cette technologie. Donc, ils ont une technologie qui licencie et ils vont s'appuyer sur ces partenaires industriels forts pour pouvoir passer au stade d'industrialisation au cours des prochaines années. Très bien. Tout ça est très prometteur. Miguel, au-delà de gérer l'allocation d'actifs de ce fonds, puisque, comme on l'a précisé, il s'agit d'un fonds multi-actifs, tu en gères aussi la poche obligataire de ce fonds Ecofi Agir pour le climat. Cette poche obligataire qui joue ce fameux rôle d'amortisseur, qui génère une rente pour les investisseurs, peut monter jusqu'à 35% de son encours. Donc le fonds que tu gères, Ecofi Agir pour le climat en coopération avec Olivier, est aussi un fonds qui est labellisé Greenfin. Et donc, cette poche obligataire comporte quelques caractéristiques particulières et pas des moindres, puisque cette fonds est, entre autres et surtout, investi en obligations vertes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'est une obligation verte, d'une part, et puis surtout, comment est-ce que tu choisis tes émetteurs, puisque là, on n'est plus dans le financement en capital, on est dans le financement de projets. Alors oui, Laurent, tu en as parlé, le label Greenfin nous impose d'être investi majoritairement en green bond. Alors qu'est-ce qu'un green bond? Un green bond, c'est une obligation émise par un émetteur classique, un État, un organisme parapublic, une entreprise. Mais cette obligation, elle doit être destinée au financement des éco-activités. Ces éco-activités sont clairement définies. On trouve par exemple l'efficacité énergétique, les moyens de transport propres, la gestion durable des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, entre autres. S'ajoutent à cela des contraintes de reporting. On comprend bien qu'il faut que les entreprises prouvent que cet argent est bien allé à la bonne destination sur des moments particuliers. Et puis du contrôle aussi. Donc on a affaire clairement à un produit pur. Quand vous investissez dans un green bond, c'est 100% de l'argent qui va à destination d'un projet en lien avec les éco-activités. Alors c'est un marché en plein essor. C'est un marché. On est en plein dans la gestion de la transition écologique et énergétique et dans son financement. Voilà. Là, on est dans des projets concrets. Donc c'est un marché en plein essor. Ces dernières années, on a vu arriver des gros émetteurs. On a vu arriver sur le marché Green Bond et Social Bond, on a vu arriver l'Union européenne, on a vu arriver la France, l'Allemagne. En 2021, le plan européen va multiplier encore ces différents investissements. On attend l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni. Et il y a vraiment un appétit très fort en fait pour cette classe d'actifs. L'autre aspect important que j'aimerais souligner sur les green bonds, c'est qu'ils permettent d'investir, d'accompagner des entreprises issues de secteurs que l'on n'imagine pas dans un fonds d'éco-activité, ce qui apporte une diversification au fond. Et il s'agit de secteurs qui ont besoin de se réinventer d'urgence, j'ai envie de dire, des secteurs qui sont en difficulté. Et par exemple, nous avons le secteur bancaire, qui est un gros émetteur de green bond, et nous avons aussi le secteur automobile. Et justement, en guise d'exemple, je voulais vous parler du secteur automobile. C'est un secteur qui se trouve face à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années. Vous savez que les autorités leur demandent de réduire drastiquement les émissions de CO2 par véhicule depuis plusieurs années. Et la pandémie n'a rien arrangé puisque les ventes se sont effondrées. On a retrouvé en France, en 2020, les ventes de 1975, donc c'est pour dire. Et donc, les constructeurs automobiles sont contraints de se lancer dans des gros investissements pour se transformer. C'est une urgence. Alors,
Je voulais vous parler de la société Daimler dans laquelle nous avons investi, qui a émis un green bond d'échéance 2030 pour 1 milliard d'euros, qui fait partie de notre sélection. Daimler donc ambitionne que 50% de sa production soit électrifiée à l'horizon 2030. C'est un constructeur qui a une grosse marge de progression. Vous savez que Daimler, ça construit des grosses berlines avec des gros moteurs thermiques. Donc, il y a vraiment des gros investissements à réaliser là-dessus. Le projet de l'obligation verte est de soutenir donc cette transition vers cette électrification de la gamme avec des véhicules électriques et des piles à combustible et des véhicules à piles à combustible, mais aussi dans la transformation de l'outil de production vers la fabrication de ces nouvelles voitures et du recyclage de batteries. Alors, je trouve intéressant d'accompagner un acteur comme celui-là dans sa transition. Il s'agit quand même d'une entreprise issue de la vieille économie. C'est à la fois intéressant parce que il y a effectivement cet impact environnemental qui cadre très bien avec le fonds. Mais au-delà de ça, c'est aussi une industrie qui est un gros employeur dans nos économies et qui a un rôle social très important. Donc ça, c'est aussi chez nous, nous accordons beaucoup d'importance au social. Et donc, je trouvais aussi intéressant d'accompagner la société dans cette voie-là. De plus, il s'agit d'un secteur qui est assez peu représenté dans les green bonds. Et du coup, ça apporte une diversification au fond qui est intéressante. Merci. Alors, on est bien dans le concret. On sent bien avec votre approche, aussi bien Olivier que Miguel, qu'on finance de l'économie réelle. Là, avec ce que tu viens de nous dire, Miguel, effectivement, la grosse berline qui démarre au feu en lâchant un énorme nuage de fumée noire derrière, c'est fini. D'ailleurs, on voit bien que, avec les chiffres qui commencent à arriver sur le secteur automobile, effectivement, que l'électrique commence à prendre de plus en plus d'importance dans les gammes de tous les constructeurs. Maintenant, il y a un troisième aspect dans ce fonds dont on va parler et qui est la poche solidaire. Parce que cerise sur le gâteau, effectivement, Ecofi Agir pour le climat est un fonds solidaire, un fonds qui est labellisé Finansol. Et à ce titre, le fonds est investi donc à 5-10% en titres solidaires émis par des entreprises dont l'objet relève de l'utilité sociale. On parle là de la poche du cœur, du coup, de la poche du financement de l'économie sociale et solidaire, et donc du coup de l'accompagnement de secteurs publics vulnérables où il s'agit de préservation, de développement du lien social, de développement durable, de la transition énergétique, on est dedans. Donc, cette poche du cœur, Miguel, comment est-ce que tu la gères? Comment est-ce que tu identifies les sociétés dans lesquelles tu vas investir? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors oui, Laurent. Alors c'est la très grande originalité de ce fonds, c'est qu'il a un impact fort sur l'économie sociale et solidaire. Il est pour valider sa qualité de fonds solidaire, il faut qu'il ait entre 5 et 10% de son actif qui finance les entreprises issues de l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, en plus de ça, nos investissements respectent aussi la thématique, c'est-à-dire que nous allons aussi investir financer des sociétés en lien avec les éco-activités. Nous profitons en cela de notre lien avec le Crédit Coopératif, qui est la banque de l'économie sociale et solidaire, et qui nous offre en fait un vivier de financement très fort. Vous savez qu'il y a aussi il y a souvent des petites entreprises qui sont des entreprises solidaires. C'est compliqué de les connaître. Chez nous, elles arrivent assez facilement, c'est les clients de notre maison mère. Alors, nous finançons par exemple 2 conservatoires qui sont les conservatoires des espaces naturels pour les régions centre et les régions Champagne-Ardenne. Ce sont deux associations. Leur but est de gérer durablement les zones dont elles ont la responsabilité, conserver la biodiversité et valoriser les espaces, avec l'ouverture au public, par exemple. Super. Olivier, on s'arrêtera là parce que les débats sont passionnants, mais l'heure tourne et puis les questions arrivent. Une dernière question pour toi quand même que j'ai envie de te poser, c'est quel impact positif est-ce que tu génères avec ce fonds? Comment est-ce que tu le mesures d'ailleurs, cet impact positif?
Alors effectivement, investir dans ce fonds permet d'avoir un impact concret et réel. Tout d'abord sur la réduction des émissions de CO2, puisqu'on s'assure, on mesure et on s'assure que l'empreinte carbone du fonds est inférieure à celle de son indice de référence. Ça veut dire que vous allez investir, vous allez financer des sociétés qui émettent moins de CO2. Le deuxième impact vient de ce fameux mouvement de transition énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, en finançant, vous allez accompagner l'ensemble, j'ai mentionné, l'ensemble des grandes industries sont concernées, l'ensemble des sociétés. Donc, en les finançant, vous allez les permettre de les accompagner dans cette transition énergétique. Vous l'aurez compris, les objectifs et la transition énergétique est et va être extrêmement capitalistique. En la finançant, vous permettrez de l'accélérer. Merci. Merci à tous les trois, d'ailleurs. Puisqu'il est temps maintenant de passer aux questions. Et avant de passer aux questions, je rappelle qu'effectivement, on est venez avoir quelques exemples de financement de cette transition écologique et énergétique. La situation aujourd'hui et les enjeux de demain sont colossaux. On a tous compris. Et si Churchill disait qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, moi j'ai envie de rajouter aujourd'hui que vu la taille de la difficulté, il ne faudra pas manquer l'opportunité qui s'offre à nous dans ce genre d'investissement. Et à ce titre-là, je rappelle que Ecofir, Agir pour le climat, est un fonds donc multi-actif à dominante action, puisque 60% de son encours au moins est investi sur ce marché-là. C'est un fonds qui peut aller jusqu'à 35% en obligations et qui détient entre 5 et 10% de titres solidaires, comme l'a précisé Miguel tout à l'heure. C'est un fonds qui s'inscrit donc dans la lignée des accords de Paris et de la trajectoire 2 degrés qui consiste à financer cette transition écologique. C'est le seul fonds de la place, je crois que c'est important de le souligner à ce stade, c'est le seul fonds de la place qui affiche 3 labels. Le label ISR, le label Greenfin et le label Finansol. L'objectif de ce fonds est donc la recherche de croissance durable et d'impact positif. Et à ce titre, le fonds s'il génère de l'impact positif dans le financement, il génère aussi de la performance financière, puisque en 2020, ce fonds a réalisé une performance de 21,3% et de 32,5% sur 5 ans. Il ne faut pas oublier, bien entendu, que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ce fonds s'adresse à tous les investisseurs qui ont un horizon de placement de 5 ans et plus et qui acceptent notamment le risque de perte en capital. Je rappelle que, effectivement, investir comporte des risques, que pour mieux connaître ces risques, vous engage à vous rapprocher de la lecture du prospectus, de manière à en avoir la liste exhaustive, ou bien vous le trouverez sur notre site internet www.ecofi.fr et si vous voulez compléter effectivement le tableau, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller habituel, il saura vous faire la liste de ces risques et vous les expliquer. Je vais maintenant prendre les questions au fil de l'eau et la première qui arrive est pour Olivier. Olivier, je regarde la question qui vient d'être posée, c'est 15 investissements t'interdis-tu avec Agir pour le climat dans le cadre de ta gestion action? Qu'est-ce qui est exclu pour toi? Alors c'est très simple, on exclut d'entrée les énergies fossiles et le nucléaire. Par construction, on n'investit pas dans ces secteurs dans Ecofir Agir pour le climat. Miguel, une autre question pour toi. Les green bonds financent des projets. Tu as parlé d'émetteurs tout à l'heure et de la possibilité, à travers ce financement de projets, d'accéder à des émetteurs auxquels on n'aurait peut-être pas accès par construction de portefeuille. Comment est-ce que tu fais ta sélection pour Agir pour le climat? Il faut comprendre que chez Ecofis, ce qui est important, c'est l'émetteur. Le projet, effectivement, a une certaine importance. Il faut l'indiquer. Je pense que vous l'avez compris avec Daimler. Mais c'est quand même l'émetteur qui est important. Pour résumer, un super projet avec un émetteur ayant des mauvaises pratiques ou dans lequel nous n'avons pas confiance financièrement, c'est non. Voilà. D'accord. Une autre question qui me vient d'un émetteur. Un émetteur qui est visiblement une start-up
et qui pose la question de est-ce que sa société peut-elle être éligible pour un investissement? Alors là, ça dépend. On parle de quel? En action ou en obligation? Pour l'action, je peux répondre. En C'est fait, du capital. C'est du capital. Alors, en capital, eh bien, tant qu'elle n'est pas cotée, non, parce qu'on investit, dans des actions cotées. Et par ailleurs, on a dans le prospectus limité la taille minimum à une capitalisation boursière d'1 milliard d'euros. Très bien. J'ai une autre question qui me vient sur le label Greenfin. La question consiste dans ce label peut-il s'appliquer à des investissements en dehors de l'espace économique européen? C'est une bonne question. C'est Europe. Pour le moment, c'est européen. Pour le moment, je crois que c'est européen. Donc c'est une bonne question. Exactement. Pour le moment, c'est européen et par ailleurs, et par construction, Ecofi et Agir pour le climat investit en Europe, pas euro, Europe. Et essentiellement euro, mais voilà, Europe. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? J'ai une question qui consiste qui est dans le PEA. Ce fonds est-il PEable? Si vous le voulez bien, je vais peut-être la prendre, celle-là. Le fonds est un fonds multi-actif, ce n'est pas un fonds action, donc il n'est pas éligible aujourd'hui au PEA. Une autre question qui consiste dans... Excusez-moi, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Quelle rentabilité sera donnée chaque année pour les investisseurs de ce fonds, en distribution ou en capital? Alors, c'est un fonds qui est, je vais prendre la première partie de la réponse. C'est un fonds qui capitalise et donc il n'y a pas de revenus de distribution sur ce fonds-là. Maintenant, parler d'espérance de rendement. Allez, qui veut se lancer et donner une espérance de rendement sur 2021? Non, on ne donne pas d'objectif de rendement. Ce que je peux, on ne donne pas d'objectif globalement de rendement pour les fonds. Vous l'aurez compris, pour nous, ce qui est important, c'est la performance, mais c'est surtout le couple, comme toujours, rendement-risque. C'est pour ça aussi qu'on a choisi un fonds diversifié. C'est comme ça qu'on approche nos investissements. Et par ailleurs, on a un horizon vraiment de moyen terme. À la rigueur, je pourrais plus facilement donner un objectif sur 3-5 ans que sur 1. Et sur 3-5 ans, je dirais à 2 chiffres et le plus possible. Voilà. Merci Olivier. J'ai une question qui est posée sur la dette qui est générée par la crise sanitaire. Donc, c'est peut-être une question qui est plus pour Karamo. Karamo, est-ce que on sait évaluer aujourd'hui cette dette-là plus ou moins? Oui, il y a des chiffres qui circulent. Il faut avoir en tête que en 2019, le déficit de la France était de moins 3%. Et si je corrige des effets du CICE et de la baisse des cotisations, on était à moins 2,1%. On est passé en 2020 à moins 10%. Donc, lorsqu'on regarde dans le détail, on voit que un tiers de cet accroissement du déficit, en fait, c'est du soutien budgétaire. Et les 2 tiers, c'est la baisse de l'activité, tout simplement. Donc, on a une dette qui est là. Aux États-Unis, on est à 131% du PIB. Pour mémoire, en Grèce, on était aux alentours de 135-136%. Au niveau de la France, on a dépassé les 100%. On est maintenant aux alentours de 120%. C'est une dette Covid qui a été nécessaire parce que ça va permettre d'enclencher une reprise de l'activité qu'on a déjà vu dès le 3e trimestre 2020 et on l'a encore répété, c'est une croissance qu'on espère durable parce qu'elle va être basée sur des vecteurs porteurs comme l'environnement, comme la digitalisation. C'est une dette qui, il va falloir la rembourser. La meilleure façon de la rembourser, c'est faire de la croissance. Et donc, c'est bien qu'on ait fait cela, parce que si on n'avait pas fait ça, je peux vous garantir qu'on aurait eu une catastrophe. Il faut juste avoir en tête qu'aux États-Unis, au plus fort de la crise, les revenus
personnel, les transferts de l'État avaient représenté jusqu'à 2/3. Donc, sans cela, on aurait eu une forte contraction des revenus et donc de la consommation et donc un effondrement du PIB. On a compris que la relance, l'économie, le financement passe par le verre de demain. J'ai beaucoup de questions sur le nucléaire que je vais essayer de résumer et peut-être que ça serait une réponse conjointe entre Miguel et Olivier qui va être faite. C'est autour du nucléaire, des émissions de CO2, de la construction d'ENR. Donc la question que je vous pose, messieurs, Miguel et Olivier, c'est la transition écologique est-elle possible sans le nucléaire? C'est un défi, on l'a rappelé, c'est clairement un défi. Sur le papier, elle est possible. Après, c'est une question d'investissement. Après, parce que je pense voir un peu la question sous-jacente et qu'on a régulièrement sur le coût économique. Je rappellerai juste, enfin, ce que je dirais, c'est que quand on regarde le coût de production des énergies, il faut prendre la totalité du coût. J'entends par là que si vous regardez la production, effectivement, produire du nucléaire aujourd'hui est bon marché. Mais il faut regarder le coût je ne parle pas d'un accident, il faut regarder le coût du démantèlement et le coût des stockages. Si vous intégrez ces différents coûts, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, dans les régions les plus ensoleillées, est plus économique. Voilà. Après, pour répondre sur le fond de la question, oui, c'est possible, ça demande énormément d'investissement. Et le fonds ne le permet pas, en fait. Hein. Oui, par construction, voilà. Par construction, le fonds ne permet pas d'investir dans le nucléaire. Par le cahier des charges. Alors, j'ai une dernière question parce que je vois l'heure tourner et donc le contrat a été de respecter ces 45 minutes pour que tout le monde puisse profiter de ce webinaire. La dernière question que je vais prendre consiste dans le montant minimum d'investissement pour rentrer dans ce fonds. Le montant minimum pour rentrer dans ce fonds, il est de la valeur d'une part de ce fonds et la part est aux alentours de 110 €. Comment est-ce qu'on récupère les fonds investis en cas de besoin? Ce fonds est avec une valorisation quotidienne et avec la publication d'une valeur liquidative quotidienne. Et donc, on peut acheter et vendre une ou plusieurs parts de son investissement dans ce fonds chaque jour, suivant la publication de la valeur liquidative qui se fait tous les jours à 11 h. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. L'heure est presque terminée et donc je vais essayer de conclure en vous remerciant à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'épilogue de cette série Actifs pour le futur. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur notre site internet ecofi.fr, www.ecofi.fr, où vous allez pouvoir consulter le replay de ce webinaire dès la fin de la session. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2021 à tous. Restez prudents, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.